Alors, je suis ni muséologue, ni historienne de l'art, ni directrice de musée. Alors, je vais vous parler cet après-midi de non pas de civilisation, mais de société, parce que le musée de la civilisation à Québec est réputé pour être un musée de société. Voilà. Et voilà, j'étais contente qu'on mentionne la définition de l'ICOM, mais j'ai eu tout à coup très peur qu'elle ait été modifiée, parce que je pensais avoir la dernière, et c'est la dernière. Donc, je vous parle de société parce que nous existons fondamentalement, toutes les institutions muséales, dans un but de nourrir la société et son développement. Il est beaucoup question aujourd'hui de mutation de la société, mais vers quoi? Nul ne le sait. Dans 10 ou 15 ans, nous pourrons mieux en mesurer la nature et l'ampleur. Mais retournons dans le temps. Dans son livre « La fin des musées », Catherine Grenier rappelle que les années 80 ont presque sonné le glas d'institutions jugées anachroniques et comparées à des cimetières. Mais au contraire, les musées se sont réinventés et furent portés par l'effervescence des années 90, le rêve d'une mondialisation émancipatrice et les échanges à la vitesse d'Internet. Le musée a déjà 30 ans. Le musée de la civilisation est inauguré à ce moment, à peine un an avant la chute du mur de Berlin, la révolte de la place Tiananmen. Les frontières s'amenuisent, le musée, par une approche universelle des thématiques et la cohabitation des époques, de l'art et des sciences, lançait des passerelles entre la culture québécoise et les cultures du monde. À cette époque, le musée était considéré un peu comme un imposteur. Il s'affirmait populaire, même que le musée, frondeur, déclarait. Vous le voyez très mal sur ce qui reste d'un dépliant qui est maintenant introuvable. C'était marqué « Ceci n'est pas un musée ». Alors, cette brochure a été vite remplacée par une qui portait le titre de « Ceci est un musée ». Donc, c'est perpétuel. On s'excuse toujours d'être un musée. Alors, ceci n'est pas un musée. Le temps d'un dépliant, donc ce que je disais aujourd'hui introuvable, c'est devenu « Ceci est un musée ». Il fallait tout de même jouer dans la cour des grands. Il y a eu une dizaine d'années de grâce où des musées d'histoire naturelle, des musées de sciences ou des musées d'histoire ont frayé avec cette idée de civilisation. Force est de constater qu'en 2017, la très grande majorité de notre ancien réseau est rentrée au bercail, s'est réfugiée dans ses collections. Au Canada, un exemple, le Musée des civilisations d'Ottawa s'est converti récemment en Musée canadien de l'histoire. Et la frontière mouvante entre art, sciences et civilisation continue de diviser. Mais tous devront, dans l'introspection, se redéfinir par rapport aux trajectoires de la civilisation actuelle qui remet en cause toutes les définitions. La civilisation est un sport extrême. La société le pratique. Bienvenue au 21e siècle. En fait, le 21e siècle a débuté réellement en 2010. La première décennie tient plutôt du 20e siècle. Alors, que vivons-nous? Nous vivons une des plus grandes mutations de notre histoire, caractérisée par l'accélération simultanée de 3 grandes forces, la technologie, la globalisation des échanges et le réchauffement climatique. Friedman, qui a écrit cette phrase, doute d'ailleurs de notre capacité d'adaptation et craint pour la démocratie. Mais revenons aux turbulences. Elles seront de tout ordre, politique, économique et social, et c'est déjà commencé. Elles n'épargneront pas les musées. Je vous ai dit que je parlerais très peu d'architecture. En fait, je ne vous l'avais pas dit, mais je vous l'annonce, je parle très peu d'architecture. Mais je ne peux m'empêcher de trouver des ressemblances entre les architectures fascinantes des nouveaux musées. C'est le musée do Amana de Rio de Janeiro et les grands aéroports, celui de Zagreb. D'où ma fixation sur les turbulences. Alors, si vous avez expérimenté des turbulences dans votre vie, j'en suis sûre, il y a les courants descendants. Nous traversons une ère post-factuelle, ce que j'appelle les bobards, l'ère des bobards, le mensonge, le faux. Qui aurait pu imaginer que l'avancement des connaissances et l'accès à l'information deviendraient le terreau du mensonge, du canular et pire, du plaisir d'y croire? Vous en avez entendu parler, vous l'avez lu. Les individus préfèrent croire et se nourrir d'histoires fausses mais fascinantes, provocantes, que d'être bien informés, d'avoir l'heure juste, le regard critique, la vision prismatique. Ça, c'est moche, c'est compliqué. C'est inquiétant pour les musées, vraiment, bien plus que les barbares, je viendrai tantôt aux barbares, parce que la rigueur des contenus, leur justesse, leur validité était un avantage certain pour les musées, comme l'atteste une enquête de l'American Alliance of Museums en 2008. Les musées sont considérés comme la source la plus fiable d'informations en Amérique
plus que les journaux locaux, les professeurs, le US government, ça j'en doute par contre ces temps-ci, les chercheurs sans profit, les livres et les professeurs. Donc, les musées avaient vraiment une longueur d'avance. Nous avions la confiance du public pour l'authenticité et la vérité. Eh bien, il semble qu'il y a une partie du public qui n'y tienne même plus. Parlant de son dernier film en réalité virtuelle, le cinéaste Inarritu affirme « Le paradoxe, c'est qu'il faut passer par la réalité virtuelle pour conscientiser les gens à une réalité qui n'est pas virtuelle. La réalité ne suffit plus à les émouvoir. » Nous sommes donc aspirés vers le bas et le climat n'est pas meilleur pour les grands médias d'information. On ne peut qu'être stupéfait du traitement que leur réserve le président américain, justement, qui a compris une chose, et on le cite en français, « Un peu d'exagération ne nuit pas ». On serait porté à croire que ce goût du faux, du mieux que le réel, qui a, dans le fond, la tendance des blockbusters tient un peu de ça, c'était prémonitoire, c'est la conséquence d'une scolarité déficiente. Mais non, d'après une étude, plus les personnes sont cultivées, informées, plus elles seraient habiles à manipuler la réalité et finir par croire à leur déformation de la vérité, parce qu'elles utilisent leurs outils intellectuels pour justifier une croyance qui répond à leur idéologie. C'est Joanna Huxter de l'Université Bucknell de Pennsylvanie qui le constate. Alors nous vivons une époque dangereuse. Et pire encore, c'est contagieux. L'intelligence artificielle calque littéralement les mécanismes de la pensée humaine. Comment peut-on prétendre à l'apprentissage profond de ces machines si l'être humain n'apprend même pas de sa propre histoire et des avancées de la science? Nous sommes témoins aujourd'hui non pas d'un repli temporaire, non pas d'une pause, mais d'un retournement. Nous assistons à la démolition du monde qui avait été édifié au lendemain de la chute du mur en 1989. Donc, 1 an après la création du Musée de la Civilisation. Nos idéaux sont tirés immanquablement vers le bas. Mais côté turbulence, il y a aussi les courants horizontaux et ils sont encore plus déstabilisants. Ce sont les courants barbares, des êtres présumés incultes, irrespectueux. Mais je vous en parlerai, comme on l'a dit, à la manière d'Alessandro Baricco, dans Les barbares, essais sur la mutation. Si vous lisez ce livre, qui a été écrit il y a plus de 10 ans quand même, vous finirez par les aimer, les barbares, je vous le conseille. À mon avis, oui, il vaut mieux être du côté de cette vague déferlante. Alors voici le livre en question. Donc, en faisant un effort de classement récemment, dans mes papiers, j'ai réalisé que bon nombre de textes que je conservais comme référence ne tenaient plus la route, même des textes aussi récents que ceux écrits en 2012 ou 2013. La grande transformation de la société observée par Baricco, c'est plus qu'un essai, elle est devenue la réalité. Connaissant l'acuité de Baricco, tout me portait à croire que ce livre sonnerait une charge violente sur notre société de mutants numériques et d'apocalypse culturelle. Mais pas vraiment. Il fait une démonstration brillante que la connaissance, jusqu'à présent le résultat d'approfondissement, la verticalité, est une idée en mutation, elle devient un mouvement horizontal. Auparavant et durant des siècles, la connaissance était un voyage en profondeur, de patience et d'érudition. Chez le mutant, la connaissance, c'est le passage rapide de la ligne entre des objets différents d'un seul et même geste en surface. S'attarder, c'est se noyer. Et croyez-moi, c'est sérieux. C'est vraiment un phénomène qui prend énormément de place de plus en plus à chaque semaine. Et là, je cite Baricco, tandis que dans notre modèle culturel, le passé est un trésor enfoui qu'on ne possède qu'après avoir longuement creusé. Pour le barbare, le passé est ce qui, du passé, remonte en surface et entre en circulation avec les morceaux du présent. Cette phrase-là, il faudrait se l'afficher dans chacun de nos bureaux. Tout le savoir du monde n'est valable que s'il devient possible d'en faire une expérience. À quoi reconnaît-on les barbares? Et je m'excuse pour tous les milléniaux de la salle, vous êtes les barbares. La passion, alors les barbares ont une passion pour toute innovation technologique. On parle d'Internet, les réseaux sociaux. Ils se complaisent dans une extase commerciale qui va habiter ce terrain de jeu. La valeur du spectaculaire est comme unique valeur intouchable. Simplification, superficialité, vitesse.
L'accoutumance paisible à l'idéologie de l'Empire américain, l'idée stupéfiante qu'une chose, quelle qu'elle soit, n'a de sens et d'importance que si elle peut s'insérer dans une séquence plus vaste d'expériences. Et je le redis, ce ne sont pas des défauts, c'est le nouveau monde, c'est le virement qui s'est produit. Et comment les musées réagissent-ils à cette turbulence? La majorité vole à vue, sans instrument. Les musées sont touchés de plein fouet dans leur ADN. Ils tentent d'apprivoiser les mutants. On entend de plus en plus ce que le musée voulait dire. Le musée de la civilisation disait en 1988 ou 9 ou 10, « Ceci n'est pas un musée ». Bien là, on l'entend beaucoup. Le Centre Pompidou fête ses 40 ans en disant « Ceci n'est pas un musée ». Le nouveau musée, le futur musée d'art moderne et contemporain de Bruxelles affirme « Ceci n'est pas un musée ». La Fondation Met ouvre une exposition en disant « Ceci n'est pas un musée ». Et on entend souvent de plus en plus « Il ne faut pas muséifier ceci ou cela », comme si c'était un défaut. Et même que le mot « musée » disparaît. On ne retient que les acronymes. Et les mutants, les barbares, adorent les acronymes. Les musées tentent aussi le mimétisme, les événements de mode. C'est le Metropolitan Museum de New York qui fait des événements de mode. Les soirées DJ, les expositions, les vedettes de musique, les designers de mode, les nuits au musée, le musée d'histoire naturelle. Non, ce ne sont pas des migrants, ce sont des gens qui ont payé pour coucher au musée d'histoire naturelle de New York. Les musées adoptent les habits du milieu des affaires dans l'urgence de développer les publics, de générer des revenus. Ils deviennent des lieux de loisirs et de spectacles. Le Art Newspaper a lancé le terme de « vanity space ». Certains conservateurs ne s'y reconnaissent tellement plus qu'ils passent du côté des marchands, par exemple Sotheby's, se disant qu'ils y seraient plus appréciés. Andy Warhol disait même « Les grands magasins deviendront des musées et les musées de grands magasins ». Qui plus est, les mêmes architectes conçoivent à la fois des musées et des magasins. Renzo Piano a conçu le Centre Pompidou et la Maison Hermès à Tokyo. Il a aussi dessiné un sac Max Mara pour le Whitney Museum en 2015. Donc, tous les univers se fusionnent, comme au MoCA de Los Angeles en 2017, où une boutique de Louis Vuitton est installée en plein cœur de l'exposition de Murakami. Le Louvre est maintenant associé à Vuitton et son sac Jeff Koons. Et Florence a maintenant son musée Gucci. D'aucuns diraient que les musées perdent le nord. Non, c'est le nord qui a changé de place. L'entrée dans le cyberespace va être aussi éprouvant pour les structures muséales. Les musées répondent aux impératifs de la mutation numérique, autant pour la gestion interne que pour le développement des publics et les expositions. Les investissements monétaires exigés sont immenses, ne serait-ce que pour essayer de suivre l'industrie, sans compter les ressources humaines qui se développent autour du numérique. L'avenir nous dira si la réaction des musées vient en réponse à une pression de l'industrie du numérique ou un besoin des visiteurs. Une autre étude déstabilisante qui a été commandée par l'AAM, l'American Alliance of Museums, 70% des visiteurs ont un téléphone intelligent, 8% seulement accèdent au contenu offert par le musée. Tout le monde se photographie et se texte. Il était déjà fort onéreux d'acquérir, préserver, documenter les collections. Maintenant, il faut les mettre en ligne, créer des passerelles d'interprétation et alimenter les réseaux sociaux. Donc, les musées sont vraiment entrés dans le monde du CRM, Consumer Relation Management, et le Big Data. Qui aurait cru que le Metropolitan de New York, le vaisseau amiral des musées américains, serait un jour en difficulté financière sérieuse, c'est le cas, malgré l'augmentation des visiteurs. Il est en froid avec ses conservateurs et l'ancien directeur du numérique déclarait récemment que leurs principaux compétiteurs, ce n'était pas le Guggenheim ou le Museum of Natural History, c'est Netflix et Candy Crush. La prochaine étape avec l'intelligence artificielle sera encore plus douloureuse. C'est l'équipage même qui sera touché, avec un océan de données, des recherches et des thèses en ligne comparées, validées en temps réel par un robot. Une seule de ces créatures armées d'algorithmes va remplacer combien de conservateurs, combien de chercheurs. Et maintenant, pour finir, on laisse les commandes aux passagers. La connaissance, la contemplation et l'enchantement ne suffit plus. Les visiteurs veulent participer à l'élaboration de la programmation.
Plusieurs musées comme le Fry Art Museum, le Museum of Fine Arts de Boston ont déjà laissé le public choisir les thèmes d'exposition et les objets. Au Musée de la Civilisation, on va jouer le jeu lors d'une exposition en 2018. Et voilà, nous y sommes. Pendant ce temps, les grands collectionneurs rivalisent de moyens et d'infrastructures pour mettre en valeur leur collection. On l'a dit tout à l'heure, on ouvre 300 musées en Chine. Moi, j'avais un par jour. Il faut croire que c'est les jours ouvrables, 300. Et plusieurs amalgames, galeries d'art et magasins de luxe. Les espaces sont grandioses, des architectures organiques, à s'y méprendre avec des aéroports. Mais savez-vous que les barbares adorent les aéroports? Le Musée de la Civilisation, oui. Quelle est sa stratégie? Une exposition en 2018, c'est Montsosie à 2000 ans, qui se fait en partenariat avec notre musée hôte aujourd'hui et qui va réunir des bustes romains et grecs de l'Antiquité, évidemment, avec des visages contemporains qui sont le sosie de ces bustes. Et c'est ainsi qu'on a, et je raccourcis mon texte terriblement, qu'on a utilisé le langage des barbares, la quête, la photographie sans cesse, le narcissisme, les selfies, pour voir si ça pouvait les intéresser. Et on est tombé en bas de nos chaises. En l'espace de quelques semaines, il y a 100 000 photos qui ont été envoyées au musée de partout dans le monde. Notre serveur a sauté, il a fallu le remplacer. Alors, celui que vous voyez à l'écran, c'est François Brunel, le photographe, qui va jumeler les bustes avec les contemporains. Voici l'annonce de l'exposition. Donc, nous sommes condamnés à innover. Si vous faites une recherche sur Amazon, il y a 125 000 livres qui portent le mot « innovation » dans leur titre. Et ce qu'on essaie de faire au Musée de la Civilisation, c'est de prouver que l'innovation n'est pas que numérique, n'est pas que technologique. On essaie d'innover en réorganisant la structure du musée. On l'a dit tout à l'heure, les services des expositions, actions culturelles et éducation ont été réunis. Donc, c'est plus de 55 personnes qui vont migrer, qui vont s'asseoir au sein de 4 nouvelles équipes multidisciplinaires avec un comité de pilotage, tout ça dans l'espoir de faire surgir de nouvelles idées et de réinventer le musée. Quels seront les musées qui vont survivre au 21e siècle? Selon Stephen Hawking, il nous reste à peu près 100 années à vivre sur la planète, donc c'est une question plutôt triviale. Mais intuitivement, je dis que ce sont ceux qui sont l'écrin de collections spectaculaires, de fondations privées, indépendants de subsides publics. Donc, on a parlé beaucoup de Vuitton jusqu'à présent. Ceux qui n'ont jamais pris le virage des années 80. Alors, le musée Soane de Londres. Ceux qui diraient, les courtiers en valeur mobilière vous diraient, en temps difficile, il ne faut pas vendre, il ne faut pas céder à la panique. Bien, ceux qui proposeront une vision forte, sans complexe, un positionnement clair, qui sont sans devenir le calque des modes et des courants de la société, vont en tirer les éléments propulseurs et sauront même poindre ces tendances. Je nomme rapidement le Walker Art Center de Minneapolis, créé en 1879, mais toujours aussi à l'avant-garde. La Tate Modern à Londres, mais là, c'est vraiment des exemples au hasard. Voici la Tate Modern. Ou dans un autre contexte, un musée très récent, le musée Bakshi en Turquie, né du travail acharné et des croyances du professeur Kosan, qui était lui-même un artiste. Avec la 4e révolution de l'intelligence artificielle, le PDG d'une boîte d'intelligence artificielle de Montréal affirme que les organisations qui vont survivre à la vague sont celles qui auront une marque forte et des employés créatifs. Et pour les téméraires, je dirais ceux qui vont oser ouvrir leurs réserves et de faire en sorte que les gens vont pouvoir y entrer et fabriquer leurs propres connaissances à même ces réserves, que j'appelle des cabinets de curiosité version 2.2 améliorée, seront gagnants. Parce que tôt ou tard, les réserves, tôt ou tard, les barbares auront besoin de repères, d'ancrage, sachant les sauvegarder pour eux. Ceci n'est pas une conclusion, c'est une question. Que représente votre musée pour la société? Merci. Merci Hélène.